Pour ce 20e épisode, nous allons parler du scandale de Norbourg, qui était une firme d'investissement québécoise qui a fraudé 9200 investisseurs et qui a détourné plus de 130 millions de dollars. Il s'agit encore aujourd'hui de la fraude financière la plus importante de l'histoire du Québec et nous allons voir ce qui s'est réellement passé. Ici Jonathan Brunette et bienvenue à La Vraie Valeur. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de La Vraie Valeur. On est déjà rendu au 20e épisode, donc ça fait 20 semaines qu'on est ensemble. Vous êtes un public qui grossit de plus en plus rapidement. Je remercie tous ceux qui me suivent à chaque semaine. Et pour les nouveaux au podcast La Vraie Valeur, je vous invite à vous abonner afin d'être au courant des nouveaux épisodes et à joindre la communauté du podcast La Vraie Valeur sur Facebook. Le lien va être dans la description. Donc aujourd'hui, ça va être un épisode un peu spécial. On va aborder un scandale qui est survenu au Québec entre les années 2000 et 2005. Alors, je ne vais pas donner mon opinion sur ce scandale-là aujourd'hui. Je vais simplement vous décrire qu'est-ce qui est arrivé, puis quelles en sont les conséquences aujourd'hui. C'est vraiment, comme j'ai dit à l'introduction du podcast, la plus grosse fraude qui est survenue dans l'histoire financière du Québec. Vraiment, 9200 investisseurs, c'est énorme. Je vais commencer par vous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé. C'était quoi le scandale? Donc, tout commence par la firme Norbourg, qui était une firme de gestion des fonds de placement, dont le président était Vincent Lacroix. Cette firme-là, elle a été fondée en 1998 et elle était située à Montréal. Puis, entre 2000 et 2005, la firme aurait effectué des retraits légitimes, mais en réalité n'étaient pas légitimes. C'est 137 retraits auprès de Norton Trust, qui était leur gardien de valeur. Donc, dans le fond, eux, ils inventaient des documents comme quoi que un client souhaitait retirer son argent. Donc, au lieu que l'argent aille au client, ça allait dans le compte bancaire de Norbourg et de M. Vincent Lacroix. Donc, à cette époque-là, la firme Norton Trust, elle ne regardait pas nécessairement, elle n'allait pas en profondeur pour analyser les dossiers, analyser les documents. Donc, elle se préoccupait peu de où l'argent allait. Là, c'est sûr que la sécurité a été renforcée depuis le scandale. Mais là, il semblait faire aveuglement confiance à Norbourg. Ensuite, il y a Éric Asselin, qui était le vice-président de Norbourg. Lui, pour vous donner un petit portrait, il était CGA, planificateur financier, et il était diplômé dans l'investigation des fraudes. Donc, c'est vraiment, il se connaissait dans les fraudes. Auparavant, il avait travaillé à l'AMF, donc à l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité des marchés financiers s'occupe de, justement, tout sécuriser, de protéger les investisseurs et aussi les firmes de placement. Donc, à un moment dans sa carrière à l'AMF, M. Asselin a eu à étudier une transaction que Norbourg voulait faire. Donc, il s'est présenté à Norbourg en tant qu'enquêteur pour voir qu'est-ce qui se passait, pourquoi il voulait acquérir ça. Puis, il s'est fait offert une prime d'embauche de 120 000 $ sous forme de chèque. Donc, on peut voir que ça constituait un pot de vin de la part de Norbourg. Puis, il a décidé de joindre la firme en 2002, où il va falsifier et manipuler de nombreux documents. Donc, après 3 ans comme bras droit de M. Lacroix, M. Asselin a dénoncé à la GRC qu'est-ce qui se passait chez Norbourg en juin 2005. Donc, il a fait une déclaration sous serment à la GRC dans laquelle il reconnaît d'avoir participé à la falsification de documents chez Norbourg. Puis, en échange de ça, il a demandé l'immunité. Donc, il ne pouvait pas se faire jeter en prison ou se faire appeler en cours vu qu'il a demandé l'immunité. Ainsi, le 26 août 2005, il y a eu des perquisitions dans les bureaux de Norbourg où que de faux documents ont été découverts. Puis c'est là qu'on apprend que 9200 investisseurs se sont fait frauder. Il y a eu un détournement de 130 millions de dollars canadiens. Puis eux, ils affirmaient gérer 205 millions alors qu'il leur en restait seulement 75 millions. Donc, l'argent était parti. C'est là que ça vient, le 130 millions. Puis, il y a eu des accusations. Donc, on a eu Vincent Lacroix, le président. Il a été accusé de 51 chefs d'accusation.
Il a été condamné à 18 ans de prison, mais après seulement le tiers de sa peine, il a obtenu une libération conditionnelle, donc en 2014, et il a dû faire du bénévolat. Il ne pourra pas travailler dans le domaine financier, et sa peine va se terminer le 26 janvier 2026. Donc, bien sûr, lui, il est exclu de tout ce qui est financier. Ensuite, on a Eric Asselin. Comme j'ai dit plus tôt, il a eu l'immunité. Par contre, il a été condamné à 3 ans de prison en 2013. Et ça, c'est à cause il avait fait un gros plan depuis longtemps. Il a commis une faillite frauduleuse de près d'1 million de dollars. Donc, en 2007, il a déclaré faillite, mais il s'y préparait depuis le 2005. Pendant l'investigation chez Norbourg, M. Asselin a vidé son compte de banque, donc pendant le jour, la nuit, pour entreposer chez lui plus de 900 000 dollars dans son sous-sol à Beauport. Ensuite, il a utilisé des prête-noms, donc c'est des membres de sa famille, pour acheter des biens et des immeubles. Donc, par exemple, sa mère avait une Nexus qui valait environ 45 000, puis ça servait à en quelque sorte, cacher son argent. Donc, c'est comme si il donnait 45 000 à sa mère, puis sa mère achetait un véhicule. Ensuite, il affirmait avoir hypothéqué sa maison et qu'il ne possédait aucun actif. Alors, il essayait de démontrer qu'il ne possédait plus rien, puis qu'il avait hypothéqué sa maison pour essayer de survivre, alors que tout son argent était soit en cash dans son sol ou soit sous forme de biens au nom des membres de sa famille. Donc, il essayait le plus possible de cacher son argent. Mais finalement, tout ça a été découvert par les créanciers et c'est pour ça qu'il a fait 3 ans de prison. Maintenant, si on passe aux victimes de cette fraude-là, selon un article écrit en 2017, j'ai pas trouvé beaucoup d'articles plus récents. C'est pas tout qui est précis dans cette histoire-là, mais il y a certains investisseurs qui ont récupéré jusqu'à 65% de ce qu'ils avaient perdu. Par exemple, il y a un ancien chef de police de la ville de Bromont, M. Ouimet, qui a vu plus de 310 000 de son fonds de pension disparaître. Puis, il estime ses pertes totales à plus de 110 000 dollars. Il en a donc récupéré une bonne partie, mais en même temps, les frais d'avocat, les frais d'administration lui ont coûté très cher. Et malheureusement pour lui, il doit encore travailler, même à la retraite, pour arriver à joindre les deux bouts. Puis c'est ça qui est arrivé à de nombreux investisseurs là-bas. C'était leur fonds de retraite, c'était leur argent qu'ils avaient économisé durant leur vie. Puis là, à cause de cette fraude-là, ils ont tout perdu. Puis selon un autre article de 2017, il y a 3500 personnes qui n'ont pas été indemnisées parce qu'ils n'ont pas été admissibles aux critères d'indemnisation. Ça, dans le fond, c'est le FISF, donc le Fonds d'indemnisation des services financiers, qui exige que les réclamations soient liées strictement aux produits financiers que les représentants ont le droit de vendre en vertu de leur permis de l'AMF. Donc, ce qui est arrivé, c'est que Norbourg utilisait l'argent des investisseurs pour acheter d'autres choses que leur permis leur donnait le droit. Puis ça, en achetant d'autres choses, ça fait qu'en sorte que les investisseurs ne sont pas couverts par ça. Puis, à cause de cette loi-là, ben, ceux qui ont demandé d'être indemnisés n'ont pas pu l'être. Donc, c'est une loi qui n'a pas encore été modifiée, puis il y en a beaucoup qui sont très fâchés par ça. C'est une loi du Québec. Puis j'espère honnêtement que ça va changer dans le futur. Malgré la fraude qui est arrivée, ça n'a pas changé. Puis il y a 3500 personnes qui se sont retrouvées avec zéro. Alors, imaginez toutes les économies d'une vie que vous perdez en un instant. C'est vraiment horrible pour ces personnes-là. Alors, quelles ont été les conséquences de cette fraude-là aujourd'hui? C'est sûr, là, il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées avec zéro, donc ils doivent encore travailler. Par contre, aujourd'hui, il y a beaucoup moins de chances qu'un événement comme celui-là survienne. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place. Par exemple, en 2015, donc 10 ans plus tard, l'AMF a augmenté sa surveillance de 300%. Donc, son nombre d'inspecteurs est passé de 45 à 165. Il y a aussi eu des équipes mixtes qui ont été mises en place, donc entre l'AMF et la Sûreté du Québec. Donc, ces équipes-là ont été mises sur pied afin de trouver et démanteler des stratagèmes financiers. Il y a aussi eu des campagnes de sensibilisation par l'AMF. Donc ça a fait en sorte que le nombre d'appels à leur centre d'appel a augmenté de 200% pour dénoncer quoi que ce soit.
Aussi, l'AMF effectue beaucoup plus de vérifications dans les firmes et il y a aussi plus de frais pour ces firmes-là. Donc, ils doivent vraiment être certains de leurs coûts parce que ça leur coûte très cher à gérer tout ça. Alors, avec tout ça qui a été mis en place, inquiétez-vous pas en vous joignant à une firme. C'est sûr, faites toujours vos petites recherches avant. Je veux dire, ceux qui viennent juste de commencer, essayez de voir qu'est-ce qu'ils entreprennent. Sinon, allez vers une firme qui est plus connue, que vous pouvez voir sur des forums ou sur les sites Internet. Mais vous avez beaucoup moins de chances aujourd'hui de vous faire avoir dans une fraude comme ça. Si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, n'hésitez pas à le partager. Pour toute question ou commentaire, vous pouvez écrire à info@commercialinvestissementvaleur.com. Sinon, vous pouvez laisser votre commentaire ou votre question dans la communauté du podcast La Vraie Valeur. Et toutes les sources de l'émission vont être dans la page web du podcast. Donc, le lien va être dans la description encore une fois. Alors, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de La Vraie Valeur.